J'ai commencé avec 2 concepts qui n'ont pas marché et puis sont venus les micro-trottoirs qui ont très vite, très bien fonctionné. Donc tu as quitté ton job. À quel moment tu t'es dit ok là je peux le quitter? Et en gros, je me suis vraiment enfermée pendant 1 mois, vraiment. Et j'ai regardé des vidéos tous les jours, les plus virales, et je les ai analysées seconde par seconde. Bienvenue sur le podcast Par les créateurs, pour les créateurs. Ici, on vous partage des discussions avec des personnes inspirantes pour vous encourager à créer. Ce podcast vous est proposé par Socialbox, agence spécialisée en stratégie sur les réseaux sociaux. Bonjour Alexandra. Bonjour. Comment vas-tu? Très très bien, et toi? Super, merci. Je te laisse peut-être t'introduire en quelques mots et on ira plus en profondeur par la suite, évidemment. Ok, du coup je suis Alexandra Colliaille, je suis de Bruxelles et je suis créatrice de contenu depuis 1 an et demi maintenant et voilà, du coup je pense que c'est tout. C'est un bon petit résumé déjà Voilà. de départ. Aujourd'hui tu comptabilises presque 35 000 abonnés, en tout cas uniquement sur Instagram. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment tout ça a commensé? Oui, je pense que tu as oublié mes abonnés sur TikTok aussi. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai précisé ouais, Insta. Non, faut jamais les oublier. Du coup, sur Insta, comment ça a commencé? Je t'avoue que tout était très conscient. Donc, depuis le début, je voulais être créatrice de contenu. Et en fait, il y a 2 ans, plus ou moins, j'avais déjà créé une certaine visibilité sur Instagram. Donc, j'avais, je crois, plus ou moins 5 000 abonnés. Ok. Et ça, j'avais fait via des photos que je postais, des tenues, un peu comme plein de gens font. Et c'est là où j'ai eu accès à un événement qui a changé un peu ma vie. C'est là où j'ai rencontré une de mes meilleures amies aujourd'hui, Such a Girl, d'ailleurs, big up à elle. Et elle m'a introduit à ce monde d'influenceurs parce que c'est là où, en fait, où elle m'a présenté à plein de monde. C'est là aussi où j'ai rencontré plein d'influenceurs, dont des quand même vachement grands, qui gagnaient déjà leur vie avec ça. Et grâce à ça, j'ai pu assister à des tournages et c'est là où je me suis dit, ok, moi je veux faire la vidéo. C'est la vidéo qui m'intéresse, c'est TikTok qui m'intéresse, c'est ça que je veux faire. Ok. Et en gros, je me suis vraiment enfermée pendant 1 mois, vraiment. Et j'ai regardé des vidéos tous les jours, les plus virales, et je les ai analysées seconde par seconde. J'ai écrit sur un papier, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quel rebondissement il y a, quel truc de montage il y a. Et quand tu dis des vidéos, là, c'était principalement des vidéos sur Insta, TikTok ou... C'était aussi YouTube, sur YouTube aussi, parce que ok. je sais qu'elles sont très difficiles à créer. Ouais. J'avais entendu ça. Mais bien sûr aussi TikTok. Donc je voulais vraiment... parce que TikTok, c'est une des plateformes les plus dynamiques. Donc je m'étais toujours dit, si sur TikTok ça marche partout peut-être. Et donc c'est là-dessus, et je peux nommer quelques influenceurs qui m'ont inspirée. MrBeast, Lena Situation, c'est les 2 principaux que j'ai regardés. Okay. Et puis bien sûr aussi des autres créateurs autour de moi. Et puis il suffit de juste regarder les vues pour savoir que voilà, à partir d'1 million, c'est viral. Et je regardais en fait, dès que je voyais 1 million, je regardais. T'analysais un peu. J'analysais. Et c'est quoi tu regardais quoi, le hook, en disant ok, le hook il fonctionne de cette manière. Tu regardais quoi d'autre dans les vidéos? Je regardais le montage aussi parce que j'étais vachement nulle en montage vu que j'ai rien fait. Allez, je suis autodidacte. Ouais. Voilà. Donc je regardais un peu ça. Je regardais un peu les lettres, en quelle couleur elles étaient. Ça allait loin. Hein. En quelle couleur elles étaient. L'écriture. Quels mots revenaient souvent. Et alors, je regardais bien sûr aussi l'intonation qu'ils utilisaient et quelle intonation était utilisée. Je regardais aussi parce qu'il y a beaucoup des rebondissements. Comme on sait, les vidéos, c'est comment attraper l'attention de la personne. Et c'est là où je regardais, ok, c'est quoi les moments les plus hauts en attention et c'est quand où on peut la relâcher un petit peu.
Ok. C'est ça que je regardais. Donc, grosse analyse de départ, quoi. Et je ne suis pas analyste du tout, je précise. Et c'est quoi le déclic que tu as eu parce que maintenant, si on va sur tes réseaux, ce qu'on voit principalement, c'est du micro-trottoir, avec un focus sur la seconde main, la mode, aussi un peu d'esthétique, si je comprends bien. Et tendance un peu générale. Ok. Et c'est quoi le déclic? Est-ce que justement dans tes analyses, tu t'es dit, ok, les micro-trottoirs, ça fonctionne bien, faut que je me lance là-dessus? Pas directement. Donc en fait, je me suis, donc comme j'ai dit, enfermée pendant un mois. Et après ça, je me suis dit, ok, il faut passer à l'action, il faut que je m'exerce. Donc une fois que j'ai toute la théorie, je me dis, le reste, j'apprends on the job. Donc là, j'ai commencé à créer et j'avais comme plan, je ne sais pas si c'est le meilleur plan, mais en tout cas pour moi, ça a fonctionné. J'avais comme plan que chaque mois, je crée un nouveau concept et tous les jours, je postais des vidéos par rapport à ce concept-là. Ok. J'ai commencé avec 2 concepts qui n'ont pas marché et puis sont venus les micro-trottoirs qui ont très vite, très bien fonctionné. Et donc direct, ça c'est l'avantage de TikTok, très vite on comprend le succès et très vite on voit voilà, les vues qui augmentent. Dès qu'on adapte des petites choses, on voit que les vues augmentent encore plus. Donc, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des micro-trottoirs. Ok, et c'était quoi les 2 autres formats On me pose souvent la question. Qui ont flop? J'aime pas trop en parler parce que c'est un peu, voilà, j'ai un peu peur du fail en général, ou pas, parce que quelque part j'ai t'as appris voilà. Grâce à ça. Hein, donc, mais c'était de l'humour. Okay. Donc TikTok m'a littéralement dit, tu n'es pas marrante. Donc je trouve ça un peu vexant, mais ça va, j'ai géré la chose. Et t'avais pas du coup t'avais pas du tout de background dans la création de contenu? Absolument. Ni dans le journalisme ou autre. Mais est-ce que t'as un background qui est lié à la création de contenu? Absolument pas. J'ai zéro background. Mais non, est-ce que c'est un background? Je ne sais pas. Mais j'ai fait du mannequinat. Est-ce que c'est un background? Pas vraiment, je pense. Mais ça m'aide d'être à l'aise devant les projecteurs. Ça, oui. Mais pour le reste, j'ai zéro background. J'ai littéralement fait le droit. Je l'ai fini aussi et j'ai fait droit fiscal. Donc, ok. Voilà, et quand on s'est rencontrés la première fois, t'avais un job à côté. Oui. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, ce n'est plus le cas depuis l'été. Ok. Donc 6 mois après, j'ai pu arrêter. Ça, c'est aussi grâce à ma manager. Donc ça, c'est peut-être plus tard, on en reviendra, mais il faut bien s'entourer. Ouais. Et maintenant, je vis de ça depuis 6 mois plus ou moins. Ok, trop chouette. Félicitations. Trop cool. Merci. Et est-ce que je sais pas si tu veux en parler plus en profondeur, mais est-ce que ton job, ça t'a aidé dans la création de contenu, ou c'était lié au marketing ou pas du tout? J'étais comment dire, dans le back-office d'une compagnie d'assurance. Donc, rien à voir. Mais voilà, ça m'a permis de bien sûr avoir une régularité dans mon travail, d'être professionnelle. C'est toujours bien d'être active professionnellement. Et bien sûr, il y a bien sûr d'office des choses que j'ai faites, ou que ce soit dans les études ou dans mes travails que j'ai faits, qui m'ont permis à arriver aujourd'hui où je suis. Ça, j'en suis sûre. Mais pas de manière directe, en tout cas. Sûrement, dans tout, même l'éducation, si ça se trouvait à une manière qui a fait que tu as été à l'aise dans le acting ou dans la création de contenu. Voilà, donc, exactement. Et pour entrer plus dans l'aspect contenu, stratégie, comment est-ce que tes idées viennent dans ta tête? Est-ce que tu as un process créatif ou autre? C'est une très bonne question. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se le demandent, et même moi, malgré que j'ai jamais eu parce qu'il y a des gens qui ont ce syndrome de la page blanche, c'est ça qu'ils disent. Voilà. J'ai jamais eu ça. Heureusement, je touche du bois pour jamais avoir ça. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'aimerais bien travailler encore plus sur le fait de canaliser mes pensées et d'être plus consciente de quand j'ai des idées. Aujourd'hui, je fonctionne très simplement. Dès que j'ai une idée, je la note d'office, même que ce soit au milieu de la nuit. Je la note parce qu'on oublie.
Et alors, Noter, du très coup, important. Ouais. Ouais, vraiment. Parce que, c'est souvent la nuit, quoi, d'ailleurs, qu'on a souvent des idées. Ouais. Je Quand pense on que est ça inconscient. dépend des gens. Mais moi, Ouais, j'ai pas mal ça aussi. ouais, Quand je m'endors, ouais. en un coup, une idée Ouais, mais qui arrive. j'ai vu une étude comme quoi c'était beaucoup de gens qui étaient comme ça. Ok. Et apparemment, c'était parce que tu commences à tomber dans l'inconscient, mais tu es encore conscient ou un truc comme ça. À voir. Du coup, des idées qui pop. Voilà. Donc, on n'est pas fou, quoi. Non, 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 Dans on la n'est pas norme. ouais, voilà, exactement. Mais du coup, voilà, bien les noter et être conscient des idées qu'on a. Puis aussi s'inspirer des autres, hein. Voilà, on va pas se cacher. Il faut pas copier, mais il faut s'inspirer tout en ajoutant sa touche. Et sa touche, ça doit être une grosse touche, Bien pas sûr, ouais. une petite touche invisible. Ça doit être une grosse touche. Et je pense que ça, c'est la recette pour vraiment ouais, réussir. Ben on le voit, je pense, sur tes réseaux. Ta touche à toi, tu l'as déjà. Je Ouais, pense, ouais. t'as déjà le fait que t'es tout le temps derrière la caméra. Ouais. Enfin, ouais, devant, derrière la caméra. Ouais, je sais pas. Sur l'image, quoi. Et donc, est-ce que toi, justement, cette touche, cette patte artistique, est-ce que tu l'as trouvée? Est-ce que tu es contente avec cette patte ou pas? Oui, tout à fait, hein. Donc moi, j'ai rien inventé. J'ai juste assimilé deux trucs qui me plaisaient. Donc les micro-trottoirs, c'est quelque chose qui existait déjà. Ouais. Et c'est un format qui existe, qui est très populaire aujourd'hui, qui était très tendance, où je me sens à l'aise de le faire. Donc il faut se sentir quand même vachement à l'aise avec le format dans lequel on filme. Et les friperies, qui est un sujet que j'aime bien, que je découvrais à ce moment-là, parce que je n'étais pas du tout une frip girl il y a très longtemps. Ok. Et donc je pense que mon œil frais amenait quelque chose de bien dans ce monde de friperie qui était assez fermé, je trouve. Et du coup, j'ai assimilé les deux et c'était la recette, voilà, succès. Ok, donc le goût pour la seconde main et la fripe est arrivé en parallèle de ces contenus ou juste avant. Okay. Ouais, juste avant. Et est-ce que tu testes un peu, est-ce qu'il y a une manière de tester tes formats avant de les valider Oui, clairement. Là, je suis un peu en train de changer de format parce que ça fait quand même déjà 1 an que je fais ça, okay. Peut-être même un peu plus. Et j'aimerais bien aussi, parce que les micro-trottoirs, c'est très chouette. J'adore faire ça. Ce que j'adore le plus, c'est être en contact avec des gens que je ne connais pas et qui potentiellement peuvent me donner des feedbacks de manière très directe. Donc ça, c'est très chouette. Mais voilà, à un moment donné, en tant que créatif, on veut passer à autre chose. Et donc, j'essaye aujourd'hui, je suis dans une phase test où j'essaye un peu des nouveaux formats. Et selon moi, faut se donner du temps. Je pense que c'est MrBeast qui a dit qu'il faut faire 100 vidéos avant de juger une vidéo. Okay. Je pense, si je me trompe avant pas. De choisir son format, tu veux dire Non, avant de juger si elle est bien ou pas. Ok. Donc il faut s'exercer, quoi. Il faut faire les vidéos, exécuter, et puis seulement on peut juger si oui ou non elle est bien ou pas. Ok. Du coup, ça, j'ai toujours tenu. Bon, je fais pas 100 vidéos, mais j'essaye d'en faire quand même pas mal pour vraiment juger après 1 mois ou 2 mois. Est-ce que ce format fonctionne, oui ou non? 100 vidéos que tu... Enfin, 100 ou un peu moins, mais ouais. 100 vidéos que tu publies Oui, ou... que je publie, okay. ouais. Moi, je publie tout le temps. Je sais qu'il y a des choses maintenant qui existent, comme quoi on peut tester à l'avance sans publier ou qu'on peut retirer. Sur Insta, le format test, voilà. trials. Ouais, trials, c'est ça. J'ai jamais testé. Moi, je suis plus dans... Voilà, je m'assume. Ouais. Quand ça marche pas, c'est pas grave. Tu disais que t'avais peur de l'échec, mais finalement pas tellement. Ouais. Maintenant, je pense que, comme je suis entrepreneuse, je pense que je me dis que j'ai peur de l'échec, mais quand je vois d'autres personnes, je me dis, en fait, ça va. En fait, non. ouais, franchement. Mais c'est vrai que j'aime pas l'échec. Ça, c'est clair. Mais ça me fait peut-être pas peur. Parce que je me dis, quand j'ai un échec, on va au next step, on passe. C'est ça. Bon, quoi. Il faut voir les réussites avant exactement. tout. Il suffit d'une réussite. Exactement, ouais. Voilà. Et dans cette création de contenu, est-ce que tu as un process au niveau des tournages ou même de la rédaction des scripts? Est-ce que tu dis, OK, une fois par mois, comme c'est des micro-trottoirs, est-ce qu'une fois par mois, je vais dans la rue, à Bruxelles, tel endroit, et je tourne, je sais pas, 5 vidéos? Ou c'est beaucoup plus random? Non, c'est pas du tout random. En fait, dans ma vie, il n'y a rien qui est random. Hein. Ça, tu vas comprendre, je pense. Mais non, je vais une fois par semaine
maintenant même peut-être, allez, maintenant 1 fois par semaine. Avant, c'était 2 à 3 fois par semaine où j'allais dans la rue. Et je prenais vraiment une assistante, je la payais et on allait ensemble voilà, faire des micro-trottoirs. Au tout et début aussi oui, tout le temps. Ok. Ça a toujours été comme ça dès le début. Et en fait, allez, la première fois, c'était un peu plus random et moins efficace que les fois après. Mais c'est clair que ça a toujours été de cette façon-là et j'ai pas vraiment adapté vu que c'était directement une bonne façon de travailler. Ouais. Je l'ai rendu plus efficace, ça oui, mais j'ai pas spécialement adapté ma façon de travailler. Et du coup, sur une journée, ça dépend. S'il fait beau, je peux en faire jusqu'à 10, mais ça, c'est vraiment une journée où une journée le soir, bien complète. je bois une petite coupette de champagne, hein, parce que là, franchement, c'est pas mal. Mais sinon, en une journée, j'en fais 3 à 5. Okay. Des interviews. Ouais. Pas des vidéos, des interviews. Ok. Mais je mets un grand mais, des micro-trottoirs. Moi, je les sélectionne, les personnes qui viennent dans mes micro-trottoirs. Ça doit être des gens voilà, vachement stylés, inspirants. Et aussi, je sais les cerner plus ou moins aujourd'hui. Et quand donc, tu veux dire stylé, c'est niveau vestimentaire, oui. faut que ça sorte un peu du lot. Tu dois te dire, ok, cette personne-là, je sais qu'elle fait attention à son style. Voilà, exactement. Okay. Et je sais aussi, plus ou moins quand je vois une personne, je sais, elle va pouvoir me donner des bons conseils sur les fripes ou même d'autres trucs. Ils vont savoir parler de mode. Et ça, c'est donc une sélection qui est quand même assez art, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, pas tout le monde peut faire mes micro-trottoirs, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est moins efficace. Tandis que quand je fais, par exemple, pour des marques, parce que des fois aussi, je vends ces vidéos. On va peut-être en revenir après. Ouais, mais d'office. je vends ça pour des marques. Là, la sélection se fait moins fort, on va dire. Et donc, surtout quand c'est des sujets lifestyle, là, je peux interviewer tout le monde. Là, je m'en fous. Ouais, je prends tout le monde. Mais c'est vrai que tu peux pas interviewer n'importe qui parce que dans les micro-trottoirs, tu dois essayer de trouver des infos un peu croustillantes. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Et aussi le style qui joue un très très grand rôle chez moi dans les micro-trottoirs. Ouais, c'est vrai que c'est bien spécifique à ce que tu fais. Il n'y en a pas dans tous les coins de rue des gens stylés. Allez, il faut quand même les chercher, quoi. donc voilà. Donc tu dis, niveau logistique, t'es avec une personne. Est-ce que c'est toujours la même personne avec qui tu travailles maintenant pour le tournage? Est-ce que vous êtes deux ou est-ce que maintenant, au niveau du montage, c'est toi qui t'occupes de ça aussi? Ouais, je fais tout. À part, elle doit tenir juste la caméra. Allez, juste. C'est déjà bien. Mais sinon, je fais tout le reste. Et oui, c'est une personne, mais ça a changé au cours du temps parce qu'au début, je travaillais avec d'autres personnes. Puis voilà, les personnes, elles sont un peu moins fiables des fois ou pas toujours les mêmes ambitions que moi. Ou, voilà. Et pas toujours assez pro ou des trucs comme ça. Bon, on connaît. C'est pas toujours facile de trouver quelqu'un avec qui travailler. Mais maintenant, ça fait quand même quelques mois que je travaille avec la même. Mais de plus en plus, j'essaye de travailler avec d'autres influenceurs avec qui on peut bosser ensemble. Et du coup, on fait des micro-trottoirs pour moi. Par exemple, l'avant-midi. Et puis l'après-midi, on fait d'autres choses pour l'autre personne. Ok, donc à un moment, tu te trouves derrière la caméra et puis l'autre moment devant la caméra. C'est moins efficace, mais c'est moins cher. Ouais. Et puis c'est chouette aussi de partager ça avec un autre créateur ou une autre créatrice de contenu. Quoi. Tout à fait. Ok. Et au niveau de ta croissance sur Insta, donc je me souviens quand la première fois où on s'est rencontrés, je pense que tu avais déjà une petite base d'abonnés, mais je me souviens que tu étais dans un moment où tu t'as pas chômé, quoi. T'as vraiment enchaîné des micro-trottoirs. Je sais plus à quelle fréquence tu postais, mais c'était tous les jours, c'est ce que j'allais dire. À quel moment t'as eu ce déclic où tu t'es dit ok, là je commence à gagner pas mal d'abonnés, je commence à faire des vidéos un peu virales? Direct en fait. Comme c'était très conscient, j'ai testé. Je crois que ma première vidéo micro-trottoir a fait genre 6000 vues en 24 heures. Donc là, j'ai commencé à me dire ok. Puis la deuxième, je crois qu'elle avait fait 11 000 vues. Donc j'étais ok. Puis la troisième, je crois que c'était au bout de 3-4 jours, hein, parce que je postais pas non plus. Oui, si, je postais quand même tous les jours, donc c'était 3-4 jours. C'était tous les jours, je me souviens. Donc, et la troisième, pardon, elle a fait 50 000. Et là, je me suis dit, ok, on va enchaîner, c'est bon. Et donc, du coup, c'est là où je me suis dit, parce que j'étais en phase test, comme j'ai dit là tantôt, du coup, je me suis dit, ok, c'est ça mon concept, ça va être ça.
Et du coup, si tu peux donner un chiffre, j'imagine que tu les as pas en tête, mais genre en combien de temps est-ce que tu as gagné combien d'abonnés? Très vite, j'avais. Bah, sur TikTok, ça allait un peu plus doucement parce que c'est un format qui, qui est très. Comment dire Qui est très chouette à regarder, très snackable, mais Ouais. les gens s'abonnent pas parce qu'ils te connaissent pas en Mhm. fait. Donc c'est très chouette parce que tu donnes des adresses de fripe, donc ça c'est vrai que c'est pas mal, mais ça reste quand même un autre genre de concept que par exemple des vlogs où les gens s'attachent à toi vraiment très fort. Ouais. Et donc du coup, je pense que j'avais quand même après un mois. Quand même très vite 10 000 abonnés. J'ai Ok. commencé avec 0 sur TikTok. Et sur Insta, ouais, j'avais très vite. Je crois que j'étais à 5 000, 6 000 quand j'ai commencé. Mais là, j'ai commencé un mois après. Parce que j'étais pas encore. J'ai l'impression que sur TikTok, on peut plus poster que sur Insta. Mhm. Et qu'on se fait plus juger sur Insta, je sais pas. Ouais. Donc, du coup, j'ai plus traîné. Et là, j'avais quand même assez vite 10K. Mais bon, 4K en un mois, quoi, Ouais, on va ouais. dire. Mais ça allait très, très vite. Et Ouais. tu disais juste avant, les gens s'abonnent moins vite sur TikTok. Tu veux dire quoi par là à quel moment est-ce que les gens s'abonnent alors selon toi sur TikTok? Je pense qu'au début, on s'abonnait très vite parce que je donnais des bonnes adresses de fripe que les gens aimaient bien sauvegarder. Du coup, ils se disent ah peut-être qu'elle va en donner plus, donc ils s'abonnaient. Sur TikTok, je pense qu'il y a tout simplement un principe de moins vite s'abonner parce que la For You page elle est tellement bien faite qu'il faut pas s'abonner pour suivre quelqu'un au quotidien. Mhm. Et donc je pense que les jeunes d'aujourd'hui, mon audience est très jeune, ne s'abonnent pas spécialement rapidement parce que ils se disent ben ça va quand même venir sur Ouais. ma ouais. C'est vrai que Pas grave. même si t'es pas abonné, si tu t'engages avec la vidéo, bah, la vidéo, la prochaine vidéo Exactement. va quand même revenir dans ton Voilà. feed. Ce qui est moins le cas Donc, sur Instagram. mhm. Et donc là, j'avais beaucoup plus d'abonnés plus vite. Mhm. Donc, Ouais, ouais. ça fait sens. Ouais. Et on entend encore pas mal de gens où on voit des vidéos ou des posts qui disent ok, enfin c'est trop tard pour percer sur Insta Non. ou pour percer tout court sur les réseaux. C'est Non. pas vrai. Pas vrai du tout. Je perce encore. Donc, non, pas du tout. Je pense qu'il faut juste trouver le créneau, la petite fente dans laquelle il faut passer. Mhm. Et parce que c'est vrai que c'est saturé. C'est un métier où, quand même, voilà, le marché est quand même vachement saturé. Il faut juste être créatif. Ouais. Franchement. Et il faut tester surtout. Et est-ce que la langue impacte, tu penses, le facteur viral? Parce que toi, tu fais du contenu en néerlandais et en français, Oui. en anglais aussi, peut-être? Oui, ou... aussi ouais. en anglais, mais très, très petit. Allez, pas trop. Pas beaucoup, quoi. Ouais, pas Ok. encore beaucoup. Et est-ce que tu penses que ce facteur langue joue? Genre, est-ce que si tu fais que du contenu en anglais, par exemple, est-ce que tu peux percer plus facilement ou... Ben, je trouve ça une question intéressante. Donc, faut voir. Allez, je suis peut-être un peu trop stratégique, hein, et je vois tout trop analytiquement peut-être, mais tout est un marché. Donc, dès que tu vas faire ta vidéo en néerlandais, tu vas être exposé au marché néerlandophone. Dès que tu fais une vidéo en français, marché francophone, qui est un plus grand marché, qui est aussi plus saturé, mais plus grand. Donc, il y a plus d'espace. Ouais. Donc, en fait, c'est comme quand tu amènes un produit sur le marché, quand tu es entrepreneur, c'est la même chose. Tu choisis le petit marché où là, tu vas très vite aller au top, mais bon, il y a plus de... les petits marchés, voilà, moi, je trouve que c'est les meilleurs, parce que c'est là où on a beaucoup de croissance, mais c'est vrai que les chiffres est moins gros que, par exemple, en France. Mes vidéos en France, waouh, elles sont juste... j'ai des 1 million de vues tous les 5 vidéos. C'est tout un autre truc. Et t'as beaucoup de Français, justement, ou Oui, c'est beaucoup de aussi. francophones belges? Non, aussi des Français, surtout Ok. sur Instagram. Sur TikTok, c'est très NL. Ok. Donc, c'est là où j'ai plus de Flamands qui me suivent. Et sur Insta, c'est très francophone, même parisien. Donc, ouais, j'ai vraiment deux audiences très différentes, dépendant de la plateforme. Ok. Ce qui est aussi très bien pour monétiser. Ouais, c'est chouette aussi. Ouais. Ouais. Et au niveau, est-ce que tu as un réel ou un TikTok qui t'a ramené plein d'abonnés? Oui, j'en ai un. Et il y en a un, je suis encore toujours étonnée, mais il a presque fait 10 millions de vues. Ok. Ouais, ça c'est incroyable. Ça c'est très très viral, franchement. J'en suis très fière. Et celui-là m'a apporté, je crois, j'ai encore regardé la fois passée, c'était 6 500. Donc c'est même pas si beaucoup. Et ça, c'est sur Insta ou sur TikTok? Sur Insta. Ok. Ouais, Est-ce que donc voilà. t'as ton téléphone là? Oui. On peut le regarder?
bien sûr. C'est ma sœur qui m'a appris ça, elle a trouvé ça sur TikTok. Et vraiment ça marche super bien, c'est un truc pour faire pousser les cheveux hyper rapidement, que tu fais toi-même, t'achètes du romarin dans un truc assez bien comme Biocop ou quelque chose comme ça, tu le fais bouillir dans de l'eau, tu le mets dans un petit spray et tous les matins tu sprays tes racines avec l'eau de romarin et en fait ça fait pousser tes cheveux super vite. Et c'est génial, c'est miraculeux. Ma sœur, elle avait les cheveux ici à l'avant et maintenant ils sont là. C'était et voilà, la longueur, on peut voir que ça va. va. Oui, ok, elle cache bien son jeu en fait. Et c'est super parce qu'en plus, je pensais au début ça allait me faire les cheveux gras aux racines et tout. Je le mets tous les matins, ça me fait rien. Ça, les cheveux, limite, ça donne du volume. C'est dingue quand même parce que c'est du coup, t'as trouvé une personne dans la rue qui t'a donné comme on disait tout à l'heure, un contenu un peu croustillant. Et donc c'est elle qui a généré, t'as tourné la vidéo, tu l'as montée, etc. Mais elle a donné une astuce. Et j'en ai fait une vidéo virale, quoi. Mais c'est dingue. C'est faux. T'as eu un message de cette fille juste après? Oui, au début, quand ça perçait, ça avait même pas encore 10 millions de vues, hein, mais ça avait même pas encore 1 million, je pense. Il y avait ses potes qui avaient fait des petits commentaires en mode « Ah, tu perces, tu perces !» C'est tout ce que j'en ai entendu. J'espère la recroiser un jour, donc si tu me vois, j'espère qu'on se recroise et merci. Merci pour le contenu. Le inside, franchement, pas mal. Mais est-ce que t'as pas reçu de message privé de sa part ou quoi? Non. Parce que quand tu fais un micro-trottoir comme ça, tu t'attends pas à ce qui est... à part peut-être si c'est François Lambrouille ou quelqu'un de bien connu, tu t'attends pas à avoir autant de vues, et donc peut-être que la personne s'est dit mais en fait 10 millions de vues, j'ai peut-être pas envie qu'on me voit 10 millions de fois. Oui, bien sûr. Un élément très important que j'ai oublié de mentionner, quand je fais mes micro-trottoirs, je demande l'autorisation de leur filmer, de mettre ça sur les réseaux sociaux à l'avance. Donc je fais rien au hasard et j'essaie de me protéger un maximum pour justement éviter ce genre de situation. Mais je suis très laxe par rapport à ça parce que je comprends que pas tout le monde demande de la fame et donc quand quelqu'un, malgré l'autorisation qu'ils m'ont donnée, me demande de retirer une vidéo, je le fais en général. Maintenant, si à 10 millions de vues elle me dit retire la vidéo, je vais lui dire t'as eu quand même toute une période mais c'est vrai que je vais être très laxe par rapport à ça. C'est normal. Ouais, c'est vrai que ça fait pas 10 millions de vues en un jour, donc non. elle a le temps de prévenir, quoi. Oui, tout à fait. Et sur cette vidéo, selon toi, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu viral? Alors je crois que l'accroche était bonne, donc j'ai un peu mélangé la vidéo. J'ai fait en sorte que c'était très naturel. Et alors elle disait, elle commence avec les mots « ma sœur m'a appris ça ». C'est comme ça que j'ai commencé la vidéo, donc j'ai fait consciemment. Et puis après, elle explique l'astuce, qui était une très bonne astuce, parce qu'en fait, tout le monde sait que... c'est quoi encore? Mais c'est un problème qui un problème ou une envie que beaucoup de femmes ont envie. Voilà, tout le monde va avoir ou des même cheveux des longs. hommes aussi. Hein. Oui, même mais d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'hommes par rapport à la calvitie qui demandaient si ça faisait vraiment pousser les cheveux et alors qu'ils allaient essayer. D'ailleurs, ils ont été nombreux à taguer un influenceur, allez, comment ça s'appelle? Le grand influenceur. Un influenceur chauve. Oui, chauve, il avait moins de cheveux. Allez, c'est un youtubeur super connu. Squeezie. Ah, voilà. ok. On l'a tagué en masse. J'allais dire Kojandi, un humoriste. Non, il est aussi chauve. Ici, on a tagué en masse. Et donc, du coup, je pense que ça parlait pour les deux genres. Les deux genres. Les deux genres. Et bref, il y a aussi l'élément qui fonctionne très bien où elle montre ses cheveux. Donc, elle a ses cheveux en arrière au début quand elle parle. Et puis après, elle amène ses cheveux et ils sont extrêmement longs. Et c'est là où je pense l'effet surprise est encore accentué. Mais aussi l'effet ça marche, quoi. Oui, ça marche, voilà. Et les gens se disent ah. Okay. C'est vrai que ça peut paraître une vidéo un peu bête, mais in fine, comment tu la structures, il y a pas de secret. Non, c'est clair. Et en fait, c'est ça, là, tantôt quand tu as dit, c'est généré par d'autres. Je suis d'accord. Il y a clairement un pourcentage qui est généré par les autres, mais c'est clairement moi mais c'est clairement moi la tête derrière parce que je sais exactement qu'est-ce qui marche et des fois j'inverse certaines choses qu'elle pourrait dire et donc du coup je mets d'abord une phrase puis une autre puis je coupe exactement
pour me dire, ok, ça va être viral. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais bon, j'avais jamais attendu que ça allait être 10 millions. Ça, Bah, cette partie, c'est trop crazy. cette partie de structure et de montage, elle est super importante. Oui, et là, tu as eu les infos pour le faire, et donc c'est ça. bah, Tout à fait. bien joué. Merci, merci. 10 millions de vues quand même. Ouais, Hein. c'est pas mal, franchement. C'est pas mal, ouais. On va rentrer un peu dans la partie monétisation et entrepreneuriat. Donc, tu as quitté ton job. À quel moment tu t'es dit, ok, là, je peux le quitter? Ça, c'est toujours un peu un feeling, une loterie. Donc, on n'est jamais sûr de gagner parce que c'est vraiment par projet qu'on est payé. Voilà, est-ce qu'à un moment donné, j'aurai plus de projet? Ça, je n'ai pas en main. Mais me connaissant entre-temps, tu sais que j'ai fait un Excel où j'ai listé tous mes projets que j'avais déjà signés pendant l'année et je voulais gagner minimum autant que ce que je gagnais dans mon petit job alimentaire et je voulais gagner minimum au moins ça parce que j'ai quand même des frais privés que Bien sûr, j'aimerais bien quand même tenir. Du coup, j'ai fait tout un calcul. Et en fait, j'ai réalisé qu'en juin, j'avais déjà gagné 80% de ce que je voulais gagner. Okay. Donc, très vite, j'ai dit, OK, en fait, ça va être un pari, mais je vais le faire. Sachant que fin d'année, c'était la plus grosse période de l'année. Donc, je savais que j'allais d'office. Et d'ailleurs, j'ai doublé mon chiffre. Ok, trop bien. Donc, c'était très, très, très positif. Positif. Ouais. Et est-ce que donc tu parlais d'un agent tout à l'heure? Oui. Comment ça se passe? Ça c'est hyper intéressant, je trouve, comme sujet, fort sous-estimé. Alors très vite, j'avais un contact avec Rachel, mon agente aujourd'hui. Je l'avais rencontrée en event influenceur. Okay. Et je pense qu'elle était très in love de ce que je faisais, mais aussi il y avait cette amitié, mais quand même qui restait professionnelle, qui allait très bien, qui matchait très bien. Ce contact humain. Voilà, c'est ça, parce que c'est très important quand même. Hein. Et très vite, elle attendait que j'avais 10K pour pouvoir présenter ça à son boss, Be-Influence, peut-être que vous connaissez. Et du coup, au début, c'était un peu compliqué parce que j'étais quand même vachement petite par rapport aux autres talents qui gèrent là-bas. Mais je pense qu'elle a tout donné pour que j'entre quand même. Et d'ailleurs, je suis rentrée. Et je pense pas qu'ils sont déçus aujourd'hui. Ouais, je pense pas, non. Je pense qu'ils se disent, même étant plus petite, on peut quand même bien gagner. Tout dépend de à quel point on est bankable. Après, je sais qu'ils ont eu... moi, j'avais fait mon stage là-bas à l'époque. Donc, big up à eux. Ouais. J'ai bien appris, j'ai adoré mon stage. Et mais je sais que la stratégie aussi, c'est justement de trouver des micro-influenceurs qui font du bon contenu, mais qui sont pas encore trop gros. Et ils l'ont fait avec toi, ils l'ont fait avec Such a Girl, ma meilleure pote. Je pense qu'il y en a plein d'autres même. On reste encore quand même vachement petite par rapport aux autres talents. Je pense qu'on est, si je me trompe pas, maintenant il y a quand même pas mal de talents, mais on reste quand même encore toujours les plus petites. Donc voilà. Toutes les deux, tu veux dire, au sein de l'agence, quoi. Voilà, c'est ça. Okay. Parce qu'elle a plus ou moins le même nombre d'abonnés que moi, mais c'est vrai que c'est un pari, hein, même pour eux. Donc là, ils doivent quand même consacrer 10% ou peut-être même un peu plus maintenant, mais 10% du temps de la personne à moi. Ça a quand même un coût, donc c'est un pari. Quoi. Donc, clairement. Ouais, mais bon, aujourd'hui, ça se passe bien. Et comment ça se passe au niveau des collabs? Est-ce que c'est une collab que tu as avec une marque, du coup, via l'agence? Est-ce que c'est un projet long terme ou est-ce que c'est des one-shots ou un mix des deux? Donc l'année passée, j'avais beaucoup des one-shots parce que voilà, je rentrais dans l'agence, je crois que je crois qu'on a signé en janvier, mais bon, le temps que tu es présenté à des clients et tout ça, c'est quand même, ça prend du temps. On va dire que ma première collab et mon premier enchaînement de collab était à partir de mars-avril. Et c'est là où j'ai commencé à bien gagner. Mais la majorité des... En fait, j'ai une adresse mail qui est affichée sur mon profil. Et c'est là, en fait, où les clients... t'envoies un mail, demande une collaboration. La majorité vient de ma part, allez,
du mail, quoi, en fait. Et tu veux dire quoi si ça vient de ta part, du coup, c'est généré par ta page Instagram oui, voilà, ou par ton TikTok? Ça, c'est la majorité. Mais, un grand mais, j'ai une très bonne manager et franchement, elle m'a présenté déjà à plusieurs clients qu'ils avaient déjà. Et via elle, j'ai aussi quand même, je sais pas combien ça représente dans mon chiffre, mais ça représente quand même pas mal de collabs que j'ai aussi via elle. Donc pour l'instant, ça reste un win-win pour les deux, où il y a des nouveaux clients qui viennent vers elle, où elle fait connaissance avec, et d'un autre côté, où elle me présente à des clients qu'elle a déjà, et donc du coup, je peux profiter du pool de clients qu'ils ont déjà. Et c'est des clients qui veulent spécifiquement travailler avec toi, ou bien ils veulent utiliser l'influence comme levier marketing, et alors ils regardent qu'est-ce qu'il y a comme profil? Je crois que c'est un peu des deux. Des fois ils disent je veux Alexandra, des fois ils disent donne-moi 3 influenceurs pour ce projet-là qui pourraient correspondre. Okay. Et alors ils envoient ça à 2-3 talent managers, j'imagine, de plein d'agences, ouais. Et après eux font une sélection. Donc ça peut vraiment être je pense que c'est personnel de comment eux fonctionnent, mais ouais, j'ai quand même pas mal de clients qui sont là en mode je veux bosser avec elle parce qu'elle fait des micro-trottoirs en néerlandais et en français. Allez, mon identité est assez claire. Ouais, donc, du coup, ouais. tu as des clients qui vraiment... J'ai même eu des clients qui ont créé toute une campagne spécialement pour moi. Okay. Donc ça, c'est chouette aussi. Génial, ouais. Ouais, franchement, trop cool. Mais du coup voilà, c'est un peu des deux. Et est-ce que tu crées du contenu qui est pas financé par des contenus sponsorisés, comment tu veux dire ? Tu crées parfois du contenu où t'es pas directement rémunéré sur le contenu. Oui, non. Et vrai. Tu crées du contenu qui peut être sponsorisé par une marque. Exactement. Est-ce que dans ton process, dans la création de ce contenu, est-ce que tu sens quelque chose qui change quand c'est du contenu sponsorisé ou pas? Tu dois faire attention à beaucoup plus d'éléments ou... Oui, 100%. Je pense qu'aucune personne adore la pub. Même quand on regarde le foot à la télé, on n'aime pas la pub. Je pense que c'est normal. Mais on peut rendre ça un peu plus chouette et plus agréable pour la personne qui regarde. Maintenant, moi, j'essaie quand même je poste beaucoup. Donc, il y a 90% quand même de la partie non payée et 10% peut-être qui est payée par des marques. Donc, je reste très fort dans cette... Ouais, donc c'est énorme hein, comme pourcentage non payé. Oui. Mais en décembre, par exemple, ça a un petit peu plus... Allez, pendant les fêtes. Voilà. Il y a des fêtes, des périodes où ça augmente un petit peu. Mais en général, et surtout maintenant où c'est vraiment très calme, c'est 90 à même 95% où c'est une vidéo... non payée, vraiment purement organique, pour le plaisir. Donc je pense que mes abonnés aiment encore bien. Et alors j'ai remarqué un truc très, très comique, peut-être un petit peu croustillant pour vous. C'est que c'est peut-être personnel, mais en tout cas, le marché néerlandophone accepte beaucoup plus les pubs et vont même te soutenir dans tes collaborations plutôt que les francophones ou le marché francophone, donc français et belge francophone, est beaucoup moins ouvert à ça et n'aime pas ça. Okay. Donc ils aiment pas, en fait, de manière générale, ils aiment pas quand tu gagnes de l'argent, je pense. Ouais. De manière générale, mais chez les Flamands, c'est vraiment beaucoup plus ok de gagner de l'argent et j'ai eu vraiment des chouettes collaborations qui ont vraiment été très bons en chiffres, et où les stats étaient vraiment très très bonnes. Donc, et tu veux dire quoi? Donc les commentaires, les gens te supportent en fait, disant trop chouette, félicitations. Oui. C'est bienveillant quoi en fait. C'est très cool. bienveillant et c'est ok de gagner de l'argent tout en faisant les réseaux, vraiment. Et j'ai des fois même des DM en mode trop cool ce que tu as fait. Je sais pas si je peux citer des marques, mais par exemple, bien sûr. J'ai été ambassadrice de Komuno, qui est une chouette marque qui est très fortement appréciée par ma communauté. Et là, j'ai vraiment eu beaucoup des réactions très positives. Ikea aussi, franchement. Et ça, du coup, côté néerlandophone. Néerlandophone, ouais. Néerlandophone Belgique ou néerlandophone Pays-Bas. Enfin, tu touches les Pays-Bas aussi, j'imagine. Oui, je touche les Pays-Bas, mais c'est plus les Flamands en général. Okay. Ouais. Parce que j'ai un accent flamand quand même. Ça y remarque dans le contenu. Pas trop ça, je pense. Et est-ce que tu as d'autres sources de revenus, mis à part la création de contenu pur? Non, pour l'instant pas. Pour l'instant pas, du coup. Mais est-ce que tu
penses que ça pourrait venir? Oui, d'office, hein, je suis une entrepreneuse dans l'âme. Donc, pour l'instant, je crée mon audience. Mais qui dit audience dit on peut vendre des choses. Donc, oui, d'office, je pense à créer un jour ma propre marque. Allez, peut-être pas de vêtements, hein, mais juste une marque ou une agence ou quoi que ce soit. Je pense que plein de créateurs font ça et je pense que c'est très intelligent de faire ça. Quand on a une audience, il faut en profiter. Clairement, mais ça rejoint ma prochaine question. Est-ce que ton projet pourrait fonctionner sans toi? Non. Donc ça peut être avantageux de justement créer autre chose que du contenu pur. Tout à fait. Parce que si tu fais un micro-trottoir sans Alexandra dedans, ce sera pas la même chose. Mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose, non. Non. Il y a des gens, ils aiment bien voir mes micro-trottoirs et les sujets que j'aborde, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui est le plus dur dans la monétisation dans la création de contenu? Parce que je sais qu'en Belgique, tu vis pas avec le nombre de vues que tu fais sur TikTok. Malheureusement. Donc c'est vraiment que des partenariats en fait. Oui, que des partenariats. D'ailleurs, TikTok, fais-y quelque chose s'il te plaît. Ouais. Mais oui, le plus gros challenge, je pense, pour chaque influenceur, c'est de pouvoir gagner assez sa vie et en même temps pas agacer son audience. Je pense que ça, c'est le plus gros challenge. On est obligé de faire des... Allez, en fait, on se sent obligé de faire des collaborations parce que c'est notre gagne-pain, donc on peut pas faire autrement. Et ça, c'est quand même vachement dur parce qu'il y a quand même, ces 10% sont pas naturels, on va dire. Elles sont très conscients, donc c'est ça qui rend peut-être la chose un peu, dommage, peut-être. Après, ton but, c'est quand même de créer des pubs qui ressemblent pas à des pubs aussi, quand même. Oui, mais des fois, c'est dur. Hein, si tu as un brief bien précis, j'imagine que c'est compliqué de... Voilà, ça, c'est un sujet très, très important à aborder, je pense. J'ai remarqué dans mes collaborations, parce que j'en ai quand même eu 42 l'année passée, donc c'est pas mal. Il y a dans mes collaborations... il y a des clients qui sont très exigeants et pointilleux et très... mais c'est pas spécialement exigeant, parce que exigeant, moi aussi je le suis avec moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt dans les exigences, les formalités, les mots qu'il faut utiliser, les formats... Ils laissent pas beaucoup de liberté, quoi, en fait. Voilà, exactement. Et il y en a d'autres où ils disent, fais un truc, et t'as un budget et on s'en fout. Et là, il y a une grosse différence de vue, mais extrême. Moi, j'ai même remarqué qu'il y a 60% de vues en moins que j'ai quand j'ai moins quand de t'as des briefs liberté. trop stricts, quoi. Ouais, 100%. Pour les prochaines marques, écoutez Alexandra. Ouais, franchement, vous allez avoir plus de résultats et plus d'argent, tout simplement. C'est ça, et c'est le but du contenu UGC aussi, en fait. Hein, c'est 100%. Faire une pub sans qu'on remarque que c'est une pub, ou faire une pub qui passe bien, en fait, qui est chouette à regarder. Oui, qui est chouette à regarder, voilà. Ouais, exactement. Et ici, donc comme je t'ai dit au départ, le but c'est aussi de donner des conseils à des créateurs. Et donc les créateurs, c'est très vaste, mais il y a aussi peut-être des futurs créateurs. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à une personne qui veut créer du contenu, qui est peut-être inspirée par ce que toi tu fais, et qui veut par la suite vivre de cette création de contenu? Alors, je crois qu'il y a 2 éléments. Il y a est-ce que tu veux te lancer et commencer à créer du contenu? Et puis 2, comment rendre ça monétisable? Donc là, pour le premier point, je pense qu'il faut juste oser. Franchement, il faut mettre les couilles sur la table. Désolé, il y a peut-être un bip à un moment donné, mais il faut juste prendre son courage à deux mains. Son courage à 2 mains, le taureau par les cornes. Il faut juste y aller. Il faut pas avoir peur des gens. Moi, à aucun moment j'ai eu peur des gens, et je peux vous dire que j'ai eu des critiques, beaucoup, parce que c'est gênant, c'est cringe, mais à un moment donné, peut-être que tu auras du succès et alors tout en vaudra la peine. Donc c'est pas très grave. Et même la gêne, c'est pas comme si on allait avoir un bras en moins ou quelque chose de grave. C'est juste la gêne, donc c'est quelque chose que tu te crées un peu dans ta tête. Donc voilà. Donc ça, c'est step numéro 1. Maintenant, comment monétiser? Ça c'est quand même pas facile. Ouais, ça c'est pas facile parce que faut quand même déjà... Allez, moi j'avais quand même réfléchi à chaque
chose, à chaque concept que j'avais créé, comment je pouvais la monétiser. Donc j'étais quand même vachement consciente par rapport à ça. Mais si je peux donner un conseil, c'est de bien s'entourer et éventuellement essayer de vous entourer d'un manager qui a déjà des talents, qui gère ça déjà, ou d'autres talents qui gagnent de l'argent avec ça, et essayer de comprendre vraiment qu'est-ce que les marques aiment, qu'est-ce que les marques veulent et comment est-ce qu'on peut interférer la marque le plus facilement dans ton contenu. Donc voilà, mais ça reste un point très difficile et il faut se renseigner et aller en dehors de sa zone de confort et vraiment aller regarder autour de soi. Ça. Donc, penser à ce que les marques veulent. Oui. Pour créer son concept. Voilà, exactement. Okay. Sachant que les marques sont pas aussi cringe que nous. Ils ont un petit peu peur de la cringité, un petit peu. Ouais. Donc il faut que ce soit cringe, mais que tu peux l'amener quand même avec une douceur ou je sais pas. Ok. Voilà. Ouais, non, ça fait sens. Ça ouais. fait sens, clairement. Et t'as donné, j'allais te demander un conseil pour les commerces locaux au niveau de la création de contenu. T'en as déjà donné un pour les entreprises, donc laisser de la flexibilité au brief. Oui, 100%. Mais est-ce que tu as un autre conseil pour les commerces locaux dans la création de contenu ou même dans la collaboration avec des créateurs de contenu ou influenceurs? Non, ça, c'est un point très difficile parce que quand je pense aux commerces locaux, c'est des gens en général indépendants dans une petite ville, c'est ça je dis par exemple une boulangerie ou un chouette resto dans Bruxelles. Voilà, parce qu'ils n'ont pas souvent beaucoup de budget, mais des fois, tu as des créateurs, comme moi par exemple, mais c'est vrai en plus, comme les friperies et tout, moi, elles m'offrent un budget, j'arrive quoi. Un budget, je veux dire, de fringues. Ouais, c'est ça. Juste du gifting, j'accepte et il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a beaucoup d'influenceurs qui ne savent pas tout accepter et ça, je peux comprendre. Mais c'est vrai que... à un moment, tu payes pas tes factures avec un croissant, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même chouette d'avoir, par exemple, 200 € en fringues dans une fripe. Franchement, je peux profiter de ça aussi. Mais il faut que l'influenceur ait un genre de... et un intérêt de venir. Donc, faut quand même que ce soit intéressant pour l'influenceur. Donc, faut bien choisir ses influenceurs, bien voir, par exemple, si t'es une fripe, va chez quelqu'un qui va chez les fripes, et pas l'inverse. Des trucs comme ça, un peu standard. Mais il faut oser demander. On sait jamais. Et comment on demande? En DM. Okay. Un petit DM, un petit mail. J'ai déjà eu plein de genres de DM dans ce style en tout cas, et quand on m'offre un budget en général, franchement je dis assez vite oui. Ok. Ouais. Et tu peux définir gifting? Gifting, très difficile à définir. Alors dans le sens strict du terme, je pense que c'est on offre un produit en échange d'un contenu. On peut pas s'attendre que la personne fasse du contenu. Normalement, on peut pas. C'est pas OK d'attendre des choses. Surtout pour l'influenceur, parce qu'on ne paye pas. Mais on espère. On espère une petite story. Et si l'influenceur est poli, il va vous faire une petite story, une petite mention, ou dans un carrousel, une petite mention, quoi que ce soit. Mais du gifting, c'est un produit qu'on donne en échange d'un espoir d'être mentionné. Ouais. Voilà. Donc ça, pour les marques, c'est très important. Si vous donnez un budget bien spécifique, vous pouvez attendre d'une créatrice de contenu ou d'un créateur de contenu un contenu bien spécifique. Mais si vous donnez, si c'est du gifting, donc si une boulangerie donne l'équivalent de 50 € en coco chocolat, très bon gift. Ouais, vous pouvez pas attendre de l'influenceur de créer un réel ou un réel 3 stories. Non. Ça peut pas être aussi spécifique. Donc c'est ça la grosse différence. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est exactement juste. Et j'aime bien comment tu le mentionnes parce que beaucoup de personnes s'attendent encore beaucoup à des vidéos pour un gifting et je pense que c'est ridicule. Ouais. Allez, c'est ça, on gagne pas. Allez, faire une vidéo, ça prend du temps et de l'énergie et la réflexion et tout ça. Je pense que beaucoup de gens sous-estiment ça. Ils se disent, oh, elle en fait quand même 100 par mois, c'est pas grave. Une en plus, c'est pas grave.
c'est du temps. Et je pense que du temps, on veut le rentabiliser. Clairement. Je pense que c'est chouette que tu le mentionnes comme ça. Ouais, faut pas sous-estimer le travail des créateurs. Vraiment pas. C'est un taf. Exactement, ouais. Et du coup, c'est quoi la suite pour ton projet? Oh là là, j'ai tellement de choses que j'aimerais faire. Déjà, je pense que là, je suis un peu dans une... ça va être marrant quand je vais regarder ça dans un mois. Mais je suis un peu dans une phase de réflexion où j'essaie de trouver du coup un nouveau concept et j'essaye un peu de me renouveler. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on a des gros downs où on doute de soi. Mais en même temps, c'est quand même très chouette de vivre ce process, de tester des choses, d'apprendre des choses. Franchement, j'adore, mais très ingrat comme période. Donc j'ai très hâte de tester des nouvelles choses et de voir où ça me mène. J'avais jamais cru que ça allait me mener vers les micro-trottoirs sur les fripes. Donc ici, j'ai hâte de voir où je vais atterrir. Et alors, des gros projets que j'espère. Et alors un petit peu de télé aussi, j'aimerais bien. Ok, trop chouette. Ouais, j'ai déjà un petit pas dedans. J'espère encore mettre mon pied complètement dedans. Trop bien, j'espère pour toi. Merci. Et tu demandes un peu à ta communauté des avis. T'as pas mis une story en mode donnez-moi un peu d'inspi pour le prochain concept? Ouais. Tu pourrais? Je pourrais. J'aime bien aussi juste donner ce que j'aime. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pourrais, c'est vrai. De toute façon, ils te le diront s'ils aiment pas. Ouais, ils sont beaucoup. Hein. Ouais. Ils le disent. Hein. Écoute, je te remercie vraiment pour cet échange. Merci à toi. Je pense que ça va aider pas mal de gens qui veulent se lancer. Et dis-nous peut-être où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit pour les gens qui veulent te suivre ou des marques qui veulent collaborer avec toi. On peut me trouver sur Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube sous le nom Alexandra KLJ. Et du coup, si vous voulez collaborer avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Ma manager se fera un plaisir de vous répondre. Très vite en plus. Ou un gentil DM. Ouais, ou un gentil DM si c'est du gifting. Ok, très bien. Et cet épisode, vous pouvez le retrouver sur Spotify, sur YouTube. Le nom, c'est Par les créateurs, pour les créateurs. Merci. À bientôt. À toi.